La fête des pères est une journée pour honorer la paternité et les liens paternels, ainsi que l'influence des pères dans la société, nous dit Wikipédia dans sa version anglaise. Aujourd'hui, grâce à nos invités, nous saurons quel genre de père désire la famille, l'image qu'il véhicule et comment le père lui-même conçoit-il sa place et son rôle au sein de la famille. Merci de nous recevoir chez vous à travers les ondes et par le biais des images. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas, venus du fond de l'Italie, de Pescara de Napoli. Papa, 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 si tu n'avais pas été là. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs et auditrices. Le thème qui nous rassemble ce jour est la place du père dans la famille. Nous parlerons de 3 types de pères. Le père biologique ou le géniteur, le père d'adoption, le père spirituel. Avant toute chose, nous allons nous adresser au Père des Pères, le Père créateur, Dieu, Père de tout ce qui existe au ciel et sur la terre. Nous allons écouter Dr Clément Akobé pour la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, en ce jour où nous voulons te bénir et nous voulons aussi célébrer les Pères, et nous voulons nous souvenir de cette grande prière de Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, docteur. Nous allons présenter ceux qui ont bien voulu accepter faire cette émission. À ma droite, nous avons Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bonjour, docteur. Bonjour. Nous avons Yvette Niamke, responsable du ministère catholique d'évangélisation des familles CEF. Bonjour, Yvette. Bonjour. Marie-Cécile Agoussi, responsable de l'apostolat Fiat. Bonjour. Bonjour. Et Madame Pohan, psychopédagogue. Bonjour, Madame Pohan. Vous avez votre micro, on ne vous a pas entendu. Bonjour à tous et à toutes. La première question, docteur, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un papa? Merci pour cette très belle question. D'abord, quand on parle du Père, il faut toujours tout de suite revenir à Dieu lui-même d'abord. Alors, quand on revient à Dieu, on parle de la source d'où jaillit la vie. Et pour nous les croyants, c'est d'abord Dieu qui est le Père par excellence. Ensuite, sur le plan théologique, quand on parle de Père, on veut surtout mettre l'accent sur une relation entre l'enfant ou l'individu et cette source qui est le Père lui-même. Dans la vie sociale, on parle du Père biologique, c'est-à-dire celui qui a la garde de l'enfant, celui par qui tout s'assume. Cela ne veut pas dire que la femme n'a pas sa place, mais c'est la responsabilité. Alors, on montre cette image de Saint Joseph, qui est le gardien de la famille, de la Sainte Famille. Aussi, il peut y avoir des pères qui n'ont pas enfanté, donc des personnes qui élèvent un enfant. Alors, on parle d'un père adoptif, celui qui a accepté de jouer le rôle du père, dans le sens de la couverture, dans le sens de la protection. Ensuite aussi, dans le domaine spirituel, on parle de père spirituel, c'est-à-dire celui qui accompagne et qui joue pratiquement, mais sur le plan spirituel, le même rôle que celui qui est le père biologique. C'est-à-dire quelqu'un qui veille, qui accompagne, mais qui n'impose pas, surtout ça, et qui n'impose pas et qui favorise la croissance spirituelle de l'autre. Merci, docteur. Donc, nous allons commencer par le père biologique et on va s'adresser à Madame Pohan. Psychologiquement, le père, le papa, c'est qui?
Je voudrais souhaiter bonne fête à tous les papas. Je voudrais dire que quand on parle de père biologique, on parle de celui qui a contribué à l'existence de la personne. On parle de celui qui a donné un patronyme à la personne. On parle de celui qui a obligation au niveau du droit de s'occuper de cette personne. Parce qu'on peut contraindre le père biologique à s'occuper de l'enfant. Donc vous voyez que c'est d'abord celui qui, comme la femme, a apporté les éléments essentiels à cela. Donc le père biologique, c'est celui qui fait que nous existons. Et ça, c'est important de le dire. C'est lui qui, c'est son nom de famille qu'on porte. Et même si maintenant on dit qu'on va ajouter pour les femmes, mais c'est qui était. C'est de cela que nous parlons. Donc celui qui pourvoit aux besoins fondamentaux de l'enfant. Donc on a dit qu'il contribue à tout ce qu'il faut pour l'enfant. Docteur, quelque chose à ajouter? Oui, en tout cas, je suis très content parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi moderne, mais je suis pleinement d'accord avec ce que la spécialiste vient de définir comme père biologique. Oui, on va revenir, docteur. D'accord. Bon, peut-on devenir papa par pur hasard ou on se prépare pour être papa? Excusez, elle a parlé des papas. J'ai défini le père, mais je n'avais pas parlé des papas. Parce que tu as dit qui est le père, qui est le papa. Bon. Le papa, vous voyez qu'on rentre dans la dimension affective. Papa. Si tout le monde est père, est-ce que tout le monde est papa? Papa, celui qui fait faire des pas et des pas dans la vie. Celui qui est présent dans la vie. Parce qu'on peut mettre au monde et être irresponsable dans l'éducation. Le papa, c'est celui qui est là et qui aide cet enfant à faire je fais de manière imagée. C'est pour ça que parfois avec la jeune fille du papa, des fois on dit le père est sévère, il se transforme. Donc c'est celui qui est plus dans la dimension affective. C'est pour ça que vous voyez, des fois, il est le père, mais c'est difficile de lui donner. On dit, mais je suis ton père et tu ne penses pas, non? On va y arriver, Madame Pouin, parce que quand elle commence, docteur. Oui, le papa, c'est ça, c'est d'abord d'ordre affectif et relationnel. Et comme elle a si bien dit, qui apprend papa parce que ce sont les premiers pas de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant. Est-ce qu'on se rend compte de ces premiers pas? C'est pourquoi je posais la question, oui. Est-ce qu'on devient père par pur hasard ou est-ce qu'on se prépare pour être papa? Oui, normalement, dans la tradition africaine, Oui. On se prépare aussi à être mère aussi. Donc à être mère, c'est-à-dire que, puisque logiquement, dans la tradition africaine, ça vient juste après le mariage. On suppose que c'est après le mariage qu'on enfante. Donc il y a toute une éducation. Donc on s'apprête aussi à être père et à gérer une famille. Et c'est pourquoi en Afrique, on voit toujours les pères très responsables et qui doivent aller au champ, qui doivent aller chercher. Donc, on s'apprête aussi à être papa. On se prépare. Yvette, de la fête des pères, vous les femmes, vous avez oublié. Bon, c'est pas grave. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord que il est arrivé, c'est vrai, oui. Depuis avec le modernisme, avec un certain nombre de circonstances auxquelles nous sommes témoins aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus pères au hasard. Mais sinon, c'est une vocation céleste. Et à mon sens, pour toute mission céleste, il y a une préparation préalable. Il y a tout un travail qui se fait pour qu'on devienne père et qu'on devienne encore papa. Parce et c'est la faute à qui? La faute? C'est la faute aux hommes. Aux hommes qui ont désacralisé justement l'acte qui apporte la vie. Aux hommes. Avec grand H. C'est ça, c'est ça que je voulais... Non, c'est pas les garçons. Je ne dis pas que c'est la faute aux garçons. Mais je dis aux hommes avec un grand H qui ont désacralisé l'acte qui apporte la vie. Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues pères
mais de manière accidentelle. Accidentelle. Et justement, quand on n'est pas préparé à quelque chose et qu'on le devient de manière accidentelle, mais il y a tout un corollaire qui accompagne. Marie-Cécile, on devient père ou bien c'est pas pur hasard? Ben, déjà, je veux souhaiter bonne fête à tous les papas, à tous les pères et à tous les papas. Parce que c'est vrai que la précision était de taille. Les enfants veulent avoir des papas, ils ne veulent pas avoir simplement des pères. On se prépare. Je sais que dans les rites initiatiques en Afrique, il y a une étape où l'homme est formé à devenir responsable et adulte. Et particulièrement au nord, je ne connais pas toutes les régions, mais il y a des rites initiatiques. Et à partir de ces rites-là, on peut dire que telle personne est un homme mûr et qu'il est prêt à fonder une famille et à devenir papa. Quand je regarde aussi le système moderne, en dehors des déviances, qui à mon avis résulte d'un manque de responsabilité, d'éducation à la base, qui fait qu'aujourd'hui, les rapports sexuels sont vulgarisés, on devient, on va dire, papa par accident. Mais dans le cadre de l'union, on va dire, sacrée, l'union dans le cadre du mariage, même en Europe, on se prépare. Quand la femme est enceinte, le père est, on va dire, presque tenu d'être là à toutes les étapes. On le prépare même à l'accouchement pour que justement cette vie qu'il reçoit, il le partage pleinement et qu'il ait conscience de ses droits et de ses obligations. Donc on se prépare à être papa et je pense que c'est à partir de ce moment que cette vocation de père est vécue pleinement avec joie et avec le sentiment d'avoir fait notre part. Et comment on se prépare, donc ça devient une fonction ou simplement rien du tout? Est-ce que le fait d'être papa devient une fonction puisqu'on se prépare? Oui, docteur? Oui, c'est à la fois une fonction. Une fonction. Ouais, et c'est à la fois une fonction dans le sens où tu assumes une responsabilité. Et comme l'a dit tout à l'heure le psychologue, et puisque c'est une fonction, il y a des droits, il y a des devoirs, etc. Et donc, mais comme l'a dit la sœur, cette préparation est nécessaire aujourd'hui. Et la question qu'il faut se poser, qui est une question très importante, est qu'est-ce qui joue? Est-ce qu'on est plus papa que père aujourd'hui? Et comment on présente aujourd'hui la famille? Quelle est... Voilà, donc, ma question c'est pourquoi nous rencontrons des simples géniteurs et non des pères ou bien des papas dans certaines familles? Oui, c'est parce que l'éducation ne suit pas. L'éducation ne suit pas. Par exemple, elle vient du Nord, mais moi je parle aussi de la tradition Senufo, qui est le poro, par exemple, où et par ce rite sciatique, on apprend d'abord au jeune homme à assumer un rôle de protecteur. Et c'est pourquoi tous les autres rites, c'est vrai qu'il faut évangéliser tous les aspects du poro, mais et c'est d'abord ça, culturellement, c'est préparer la personne à assumer une fonction dans la classe, dans le village, et en même temps, en tant que père, en tant qu'être humain qui est capable de féconder, assumer. Donc, forcément, ça peut être pris comme une fonction, dans le sens où il faut assurer et assumer en même temps pour que l'enfant qui va naître, parce que le résultat de peut-être comme on le dit, d'un gasoil ou d'un amusement, ça donne un être humain. Et ça donne un être humain dans la tradition africaine. Et dès que cela se passe, les deux familles se mettent en mouvement. On dit, bon, assumer. Ça veut dire que le père ou la mère éduque son enfant, garçon comme femme, à assumer déjà la responsabilité après simplement un acte qui peut être parfois banal, un acte sexuel qui peut être banal, mais c'est le résultat qui importe dans la société africaine. On dit un être né, donc on assume. Voilà. Donc si on veut voir les parents, ils sont pour quelque chose. Parce qu'avant même que ce jeune pose l'acte, les parents, qu'est-ce qu'ils font concernant l'éducation? Je me tourne vers ma gauche. Ne riez pas, parce que les parents, oui. Parce qu'avant, est-ce qu'avant, les jeunes allaient en gasoil comme ça? Avant, le temps du poro et autres. Non, on n'en sentait pas comme ça.
Non, voilà, allez-y. Allez-y, docteur. Vous voyez que je ris parce que depuis cette semaine, on parle des parents. Avec la situation des enfants en conflit à la loi, on dira ce sont les parents. C'est vrai, le premier milieu éducatif, c'est la famille. Mais également, nous avons une société qui traverse des bouleversements et des révolutions par rapport à tous les moyens de communication technologique. Nous, à notre jeunesse, il n'y avait pas Internet. Donc, vous ne pouviez pas de cellulaire. Donc, on donne des choses à des jeunes aujourd'hui qui vont devenir des parasites dans leur fonctionnement. Parce qu'avant, si vous vouliez voir une fille, vous allez vous présenter à la maison. Maintenant, avec un portable, la personne peut être là et peut dire ma copine, alors que ce n'est pas une copine. Je vais dire que le parent ne peut pas voir ce qui se passe. On nous dit qu'il faut contrôler. Mais quand vous êtes dans une dimension psychologique, vous comprenez que, comme je le disais dans une conférence, quand ton enfant sort, il n'y a pas de caméra. La personne va avec tout son corps dehors. Donc, si je vais à l'école avec tout mon corps, le parent n'est pas sur le chemin de l'école pour savoir ce que je fais. Les parents, une part, parce qu'ils doivent parler d'éducation sexuelle. On ne parle pas d'initiation sexuelle. C'est différent. Parce qu'aujourd'hui, je suis contente de voir que ce soit les musulmans, les chrétiens, partout, les gens vous appellent pour venir parler aux jeunes. Et parce qu'on sait que l'ignorance est mère de tous les vices. Donc, je dis que c'est de l'amusement et la sexualité aujourd'hui est à portée de tous les enfants. Mais on ne dit pas qui fait l'amour, on dit qui tombe enceinte. Donc, si nous comprenons cela, nous leur disons abstinence. Mais nous savons que cela ne peut pas marcher pour certains. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on est dans une hypocrisie avec les enfants. On a l'impression que ce que nous souhaitons, c'est ce qui est. Donc, si nous parlons franchement pour dire qu'un enfant, il y a une responsabilité, c'est surtout ça, c'est de ça qu'on parle, la responsabilité. Tout le monde peut être dans la parenté, mais nous parlons de la parentalité, ce qui est différent. Parenté, tu mets ton nom, enfant de Yahoo Conan, de temps, ça, la pièce d'identité. Maintenant, t'occuper, il y a les besoins matériels. Tout le monde peut t'aider, mais les besoins immatériels. C'est ça qui est important. Comment je me comporte? Comment je communique? Est-ce que j'ai le temps pour éduquer cet enfant? Surtout que maintenant, les grossesses précoces, des enfants font des enfants. Quand tu as 14 ans, toi, mais on n'a pas fini de t'éduquer. Tu t'en mettre un être humain. Donc, il y a tout cela. La société est face à beaucoup d'exigences. Voilà. C'est pourquoi, lors d'une de ces rencontres hebdomadaires du mercredi 4 février 2015, le pape a encouragé les pères en mettant en exergue les qualités suivantes. Ensemble, on va essayer de disséquer. Il parle de sagesse, de patience, de magnanimité, de fermeté et d'homme de foi. Les femmes d'abord, bien, docteur. Bon, Yvette? Alors, je pense que dans ces différents points que le pape a cités, je pense qu'il a dit ce qu'il y avait à dire. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'écoutais madame en train de parler, une idée me venait. C'est l'idée de ce que, de la nécessité de quoi? De donner l'exemple. De comprendre qu'on n'éduque pas un enfant simplement par des paroles, mais qu'on l'éduque par l'exemple. On l'éduque par la vie. Et vous voyez, quand on parle de sagesse, la sagesse, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut toucher. Mais la sagesse s'exprime dans la vie de la personne qui agit et que l'enfant voit. Alors l'enfant emprunte le chemin. De la même manière, la patience également. La magnanimité, c'est-à-dire toutes ces qualités dont le pape est en train de parler sont des qualités qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui se traduisent en termes de comportement et qui se traduisent en termes de rapport avec l'enfant. Parce que lorsqu'on parle par exemple de la patience et que le père appelle son fils qui peut-être a commis une faute, qui fait quoi? Rappelle l'enfant, redresse l'enfant, mais fait preuve de patience parce qu'il ne l'humilie pas
Alors quand l'enfant sort de là, il sait une chose, c'est que dans sa faiblesse, il peut se tourner vers son père, aller vers lui, recevoir de ce père-là le conseil avisé. Alors l'enfant devient pour le père pas seulement un enfant, mais il devient aussi l'ami à qui il peut se confier, à qui il peut s'ouvrir. Parce que, comme la madame disait, il y a une différence entre un père et un papa. Et je pense même que j'ai l'impression les deux on se rend tiennent. compte qu'il y a une différence. Non, Parce que, oui, moi je vois bien la différence et je trouve que les deux se tiennent. Oui. Parce qu'un père, c'est pour un adulte. Vous comprenez? Et un papa, c'est pour un enfant. Parce qu'un papa, l'enfant est encore jeune et il a besoin de toute l'affectivité qui l'entoure et qui l'aide à croître. Mais un père, il s'adresse à un fils adulte. Et puis il montre la voie à son fils adulte, il le tient par la main. Et là, c'est à ce moment-là que moi je parle d'initiation. Parce qu'il montre le chemin, il va avec le fils et il lui montre comment agir. Donc je pense que ces 5 points que le pape a relevés sont tellement justes qu'il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Avant de revenir au docteur, je veux poser la question à Marie-Cécile. Peut-on réunir toutes ces qualités? Un père peut réunir toutes ces qualités? Parce qu'il y a homme de foi, hein, parce qu'elle n'a pas... Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, un père devrait réunir toutes ces qualités. Il devrait. Maintenant, c'est une norme, Marie-Cécile, c'est une norme. C'est une norme, c'est pourquoi je dis il devrait. Ah bon, oui, c'est ça. Seulement, il faut savoir que le père aussi a son histoire. A son histoire qui peut laisser des impacts négatifs dans sa façon lui-même de percevoir donc cette responsabilité. On raconte, c'est un témoignage, hein, je lisais le livre d'un prêtre qui avait pour mission l'accompagnement des prisonniers et il raconte dans son livre que dans ses visites aux prisonniers, il s'est retrouvé en face d'un prisonnier un jour qui ne voulait pas entendre parler de Dieu. Alors, il lui a dit un jour, est-ce que tu sais que Dieu est un papa pour toi? Et le prisonnier d'ouvrir ses yeux, de le regarder, il dit, c'est un papa? Il dit, oui, c'est un papa. Il dit, mais si Dieu c'est un papa, alors c'est un voyou. Pourquoi? Parce que il avait eu l'exemple d'un père qui avait passé son temps à le cogner. Et pour lui, le bandit qu'il était devenu était la résultante de la violence qu'il avait subie de la part de ce père. Et il a fallu vraiment un accompagnement pour que finalement, il accepte de percevoir Dieu comme un père. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il devrait, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je vois également, nous-mêmes, dans notre façon de parler du père. Le père, c'est l'héros. Normalement, pour un enfant, le père, c'est l'héros. Voilà. Même s'il a 18 ans, il a 20 ans, tu touches un enfant, il ne dit pas je vais chez mon maman, il dit je vais chez mon papa. Parce que le père, c'est l'héros. Sauf que par déformation, la maman fait quoi? Quand elle arrive à ses limites, ou qu'elle n'a plus d'autorité sur l'enfant, dit si tu fais, je vais aller chez ton papa. Alors le papa n'est plus simplement un éducateur, un repère, mais il est devenu un objet de châtiment. Et donc la proximité avec l'enfant est finie par être brisée. Et son papa, lui, quand on parle de son papa, même s'il est en train de causer, on dit papa arrive, hein. Voilà, il devient droit comme un i, il ne bouge plus. Et on lui a inculqué justement cette image comme le père redresseur, alors que normalement, pour rejoindre un peu la sœur Yvette, je ne sais pas si c'est vraiment père comme maturité, mais je pense que le père peut jouer ces deux fonctions à toutes les étapes de l'enfant. C'est-à-dire, il y a un moment où il doit être capable d'être papa, et il y a un moment où il doit être père comme repère, en parlant avec beaucoup de sagesse et de fermeté. On a le sentiment que les enfants sont trop jeunes quelquefois pour comprendre un certain nombre de choses. Mais ce qu'on n'ose pas, c'est ce que l'extérieur ose avec l'enfant. Les enfants sont très intelligents. Voilà. Oui, la question qui me vient, docteur, il se trouve que dans certaines familles, le père n'a pas de pouvoir pour exercer sa fonction de père. On retrouve ça. Pourquoi? Oui, j'étais avec mes filles dans un pays
juste avant le coronavirus. Et nous avons remarqué là-bas que le père n'avait pas trop d'autorité. C'est vrai qu'à leur histoire personnelle, ce sont des îles, sur des îles, donc c'est leur histoire personnelle. Mais pour revenir un peu avant de répondre à cette question, ce que la dame psychologue a dit, qui est très important, c'est que c'est un problème de repère aujourd'hui et d'éducation. Voilà. C'est-à-dire que j'ai bien envie de dire quel type de père nous voulons et quel type de papa aussi nous voulons. Voilà. Et le papa paraît très indispensable parce que c'est tout de suite on voit l'affectivité, on voit qu'il doit entourer déjà l'enfant, et le père, lui, il doit assurer cette éducation parce que l'éducation ne se fait plus aujourd'hui comme avant. Hein. Avant, moi je pars toujours de l'Afrique traditionnelle. Hein. L'éducation, c'était tout le monde. Voilà. Et nous avons confondu deux choses. Hein. Et aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des ministères de l'éducation, on a confondu instruction et éducation. Voilà. Le problème, et c'est qu'on pense qu'avec l'instruction, ça peut aller. Non. L'instruction est différente de l'éducation. L'éducation, c'est vraiment, à tous les niveaux, c'est un apprentissage. L'apprentissage de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on instruit les jeunes, ils savent, même mon petit-fils, il connaît plus l'ordinateur que moi. Enfin, ouais, ils sont des super, vraiment des savants. Ils peuvent aller sur tel site et mettre même une réflexion et revenir pour vous dire simplement que, mais est-ce que nous éduquons aujourd'hui à tous les niveaux? Et quand vous voyez aujourd'hui le nombre de grossesses précoces dans les écoles, vous dites, bon, est-ce qu'il y a encore l'éducation? Donc c'est tout un système à changer. Hein. C'est revenir à un peu comment nous, par exemple, on a été éduqués. Hein. C'est vrai qu'il y avait la chicotte, à l'école primaire, mais ça nous a fait du bien. Hein. Ça nous a fait du bien parce que, et d'abord, ça nous apprenait à respecter la grande personne. Ah oui, tout papa est un papa, voilà. Mais aujourd'hui, bon, on peut plus éduquer comme on éduquait avant. On peut faire l'instruction, voilà, l'instruction nécessaire. Mais l'instruction sans une base éducative, vous voyez, c'est comme si vous donnez de la nourriture forte mais à quelqu'un qui est très faible. Voilà. C'est comme si vous donnez quelque chose de lourd à un enfant qui n'a que 2 mois. Si vous donnez une nourriture trop solide, l'enfant ne peut pas. Et aujourd'hui, pour moi, il faut d'abord l'éducation et l'instruction, pas l'instruction et l'éducation. Voilà. Oui, la question. Hein. Oui. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Comment on appelle le pouvoir d'exercer du père? Oui, le pouvoir aujourd'hui, il y a des lieux, comme je le dis, il y a des lieux, et tout cela part d'une culture. Et je ne donnerai pas le nom de ce pays où nous étions, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème. C'est que finalement, et on le voit aussi en Côte d'Ivoire, dans certaines régions, où c'est la maman qui assume presque la totalité des charges et de l'éducation aussi. Voilà. Et donc, mais il faut tout faire pour redonner au père ce que les juristes parlent de la puissance paternelle. Parce que cette puissance paternelle, c'est aussi un trait de l'éducation. Parce que si l'enfant ne voit pas son père exercer cette puissance paternelle, et lui aussi, il sera un jour père. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Hein. Vous voyez, l'homosexualité ou les déviations viennent du fait qu'il y a parfois des confusions dans les charges. Vous voyez, dans les charges, par exemple, ce qu'on appelle la figure du père. La figure du père, ce n'est pas forcément la figure de la mère. La figure de la mère, c'est la tendresse, c'est beaucoup de choses. Hein. La figure du père, ça doit être la rigueur. Et on doit sentir tout de suite que le père est là, papa est là. Quand on revenait, et nous, par exemple, quand nos parents entraient à la maison, le père, par exemple, quand il entre, si tu es sale, tu vas te laver. Voilà, ça c'est la figure du père. Donc là, c'est la puissance paternelle qui s'exerçait là. Mais si aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus cette puissance paternelle dans beaucoup de régions du monde, en parlant par exemple de
de la modernité aujourd'hui. Et on dit, bon, voilà, l'éducation doit se faire par les deux. Bien sûr, ça se fera par les deux, mais il y a un qui est le dernier recours, qui doit dire, enfin, en communion avec l'autre, bien sûr, un oui ou un non. Et quand le père dit non, la maman, normalement, voilà, doit négocier. Mais ça, en dehors de l'enfant. Mais si l'enfant sait que, à chaque fois que le père dit, non, la maman va venir à côté, ah, comment ça, mon chéri, il faut accepter. On n'éduque pas l'enfant. Donc, pour moi, je tiens vraiment à la puissance paternelle comme système éducatif, tout simplement. Oui, Alors moi, je voudrais dire quelque chose que j'ai remarqué. Je pense que cette situation, le fait que les pères aient perdu leur position, est lié au fait que nous ne sommes plus aujourd'hui dans le même type d'éducation. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, les pères étaient par exemple cultivateurs. Et les enfants étaient élevés avec eux. Donc il partait, quand il part par exemple au champ, il part avec son fils. Et donc il enseigne à l'enfant et il montre à l'enfant comment est-ce qu'il faut agir. Dans les différentes situations de la vie, le père est présent. Et c'est pourquoi dans ce que le pape a dit, le mot de proximité pour moi a tout son sens, a toute sa place. Les pères étaient proches de leurs enfants. À cause de cela, ils éduquaient les enfants. Aujourd'hui, la plupart des pères donnent ce dont l'enfant a besoin. On achète les livres pour l'enfant, on achète un cartable pour lui. En d'autres termes, on élève l'enfant, mais on ne l'éduque pas. Donc, il y a une différence entre élever et éduquer. Donc, l'éducation n'est pas là parce qu'on donne ce dont on a besoin. Parce que quand vous élevez des poulets, excusez-moi, mais vous venez leur donner à manger. Mais ce que le poulet fait ou ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas important. Vous ne savez pas et vous ne gérez pas cela. Or, aujourd'hui, justement, avec le système dans lequel nous sommes, le père part au travail le matin. Il rentre des fois le soir. Et quand il rentre, bon, l'enfant est peut-être en train de dormir. Et le lendemain, il est reparti. Le week-end, il y a des réunions de ceci, des réunions de cela qui font en sorte que, en réalité, de fois, le père, voilà, le père ne découvre ce que l'enfant... la question, il dit voilà, les prières, aussi, ajoute les prières. À telle enseigne qu'au moment où le père découvre, il découvre l'enfant qui a pris un chemin ou qui a pris une voie qui découvre en même temps que nous. C'est-à-dire l'arbre est déjà penché. À ce moment-là, comment faire pour le redresser? Et des fois, en essayant de le redresser, on finit par le casser. Voilà ce à quoi nous sommes. Donc je pose la question à Mme Pouan, comment les pères eux-mêmes conçoivent-ils leur place et leur rôle dans la famille? Rapidement, je voulais rebondir sur ce que le pape a dit. Parce que quand on parle de sagesse, vous avez tout le reste dedans. Le sage est quelqu'un de patient, il est magnanime, et puis la sagesse est proche, il est dans la proximité. Et c'est ça qui regroupe le véritable éducateur. Parce que, mais tout cela montre qu'il faut connaître l'éduquer. Le problème dans l'éducation, on ne peut pas éduquer un enfant avant la puberté de la même manière qu'un enfant adolescent et pubère. Parce que l'autre est un enfant, l'autre est un adolescent. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui au niveau hormonal est transformé, l'enfant est dans une intelligence concrète. L'adolescent est dans une intelligence abstraite. Il fait la philo, il veut tout comprendre. Et c'est à partir de là que commencent les problèmes. Il est en opposition contre tout ce qui est autorité imposée. Parce que tout de suite, on a dit, le docteur a dit, à notre temps, il y avait la chicotte. Mais vous savez, quand on contraint, on n'arrive pas à convaincre. La nouvelle éducation dit, si tu crois en ce que tu veux que l'enfant fasse, il faut le convaincre. Et le convaincre, c'est comment? Ce n'est pas par des mots. Il faut qu'il y ait congruence entre ce que je dis à un enfant et ce que je fais. Donc, éduquer, c'est s'offrir un exemple. Les enfants ne voient pas d'adultes exemplaires. Donc, un modèle alors pour l'enfant. Oui, mais c'est ça. Quand un père te dit, tu ne dois pas faire ça, on ne fait pas d'histoire. Un enfant est poli et qu'on insulte son épouse ou son époux devant l'enfant, vous êtes quel type de parent? Si déjà vous n'êtes pas un modèle de maîtrise de vos propres émotions. Et l'enfant regarde le père qui rentre ou la maman qui sort, qui rentre à minuit, qui rentre là. Mais qu'est-ce que vous offrez? Parce que quand on le dit, des études montrent que quand l'enfant est dans un milieu épanouissant, même quand il touche à la drogue, c'est par curiosité, mais il n'y demeure pas.
Mais quand le milieu dans lequel il est éduqué ne lui offre pas l'épanouissement, la drogue n'est pas une cause, elle devient une conséquence, un refuge, un repère pour des parents qui ne sont plus des modèles. Donc vous voyez que éduquer, c'est cela. Donc quand on dit, aujourd'hui vous avez les droits des enfants, à l'école on leur dit méthode participative, on leur dit il faut parler, il faut faire cela. Quand vous, à la maison, vous cassez votre enfant en disant je suis le père, quand il sort, il n'est plus un leader, il est un suiveur. Ce genre d'enfant à la maison à qui on ne donne pas cette plage, cette capacité de s'exprimer, va toujours venir dire c'est mon ami qui dit on n'a qu'à faire ça. Il est manipulable parce qu'il n'a pas de personnalité. Donc aujourd'hui, la psychologie dit non. Dans un monde qu'on voit, apprenez à vos enfants à s'exprimer, surtout le pourquoi. Et puis à connaître les besoins. Un adolescent a besoin de liberté. Si tu ne le sais pas, il va se cacher à ton insu pour l'avoir. C'est la bande des amis. Donc je prépare mon enfant en lui donnant les conseils. Je vais l'outiller pour que quand il sort, il devienne quelqu'un capable de se défendre en mon absence. Les enfants sont trop couverts, surprotégés. On ne leur laisse pas. C'est le papa qui va choisir. Tout de suite, on va faire le bac, on sera envahi. On a déjà choisi l'école d'un enfant sans son consentement. Ça fait partie de l'éducation. Vous ne pouvez pas les infantiliser. Et ça. Donc, la question, c'était... Comment les pères eux-mêmes conçoivent-ils leur place? Aujourd'hui, il faut dire, quand la femme est devenue active et qu'elle a commencé à avoir une place dans le foyer, parce qu'avant, celui qui emmène l'argent, c'est lui qui décidait tout. Aujourd'hui, la femme a pris, c'est pour ça que les gens parlent du crépuscule des pères. Parce que la femme est devenue active et elle occupe une grande place. Ce qui fait que parfois, comme le docteur l'a dit, même quand le père dit « il ne fait pas ça », la maman dit « moi, je vais payer ». Ce qui n'était pas avant, puisqu'elle n'éduquait et que c'était le père seul qui avait les moyens financiers. Donc, également, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même sur ma page Facebook, j'ai dit les pères sortez du crépuscule dans lequel vous êtes pour reprendre votre place. Parce que le papa vient défusionner la trop grande fusion entre la mère et l'enfant. C'est une figure d'autorité, mais pas une autorité cassante, mais une autorité qui montre qu'il faut vite responsabiliser l'enfant. Là où la maman va dire papi tout, mamie tout, le père, lui, l'appelle par le nom pour dire que c'est un grand... On l'apprend déjà à l'enfant. Donc, le père doit comprendre qu'il a toujours cette place. Parce que malgré tout ce qu'on dit, on dit la famille de M. Akobé, Madame Akobé. Donc, déjà, la société lui montre que même si on donne des droits, il reste toujours, c'est l'homme qui va doter, c'est l'homme qui épouse jusqu'à présent, et c'est l'homme qui a son nom sur les enfants. Donc, quand vous voyez un homme dire, bon, comme elle dit qu'elle va faire, je dis non. Peut-être que la femme, elle est plus mère qu'épouse. Donc, même là, elle n'attend pas ce qu'elle peut faire, elle pense bien faire. Et il faut également que les pères sachent que leur place aussi est très importante. Aujourd'hui, c'est la maman qui vient dire, ah, mais parle à ton enfant. Les papas pensant que madame est devenue active, c'est-à-dire qu'elle peut porter. Non. Le père doit pouvoir s'asseoir et appeler son enfant. Il faut être dans une proximité. Je donne un simple exemple. Il y a un enfant qui était dans l'hyperactivité. La maman ne peut pas. J'ai dit au père, va dans un supermarché, attrape la main de ton enfant. Il avait 9 ans. Et marchez. À 19h, appelez-moi. Mais quand il m'a appelé, il dit, c'est pas possible. Il y a un besoin du père. Papa, on va partir encore là-bas au supermarché et puis tu vas attraper ma main. Il n'a pas parlé de bonbons. Il est toujours avec sa mère, mais retrouver ce père. Et même le président Obama, quand vous lisez les rêves de mon père, vous allez voir dedans, qu'à un moment, il a commencé à fumer la drogue. La mère a compris que l'absence de son père était un élément déstabilisant. Et quand il a fait, vous avez compris que quand elle a dit « écris à ton père », quand elle a ramené la simple photo du papa d'Obama aux cheveux du lit de cet enfant, quelque chose s'est passé. Et quand le père a commencé à l'appeler du Kenya, tout cela, il a arrêté sans thérapie la drogue. L'absence du père est déstabilisante pour l'enfant. Oui, merci Madame Powan. Ça m'amène à passer à une deuxième phase de père d'adoption.
Parce qu'on sent que les orphelins, parce que c'est ça, c'est la continuité, hein, vous allez répondre, les enfants abandonnés, on se manque. Est-ce qu'on voit ce manque? Après, docteur. Bon, je voudrais dire que, sans m'exposer, c'est un peu mon histoire. C'est un peu mon histoire parce que mon père est parti à l'aventure alors que j'avais 1 an. Et il y est encore. J'avoue que ça a été une grosse fragilité pour moi. Une grosse fragilité affective que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Et j'avoue qu'il n'y a pas trop longtemps, j'étais quelque part à une session et puis il y a quelqu'un qui est venu prêcher. Ce jour-là, j'allais moi aussi me ressourcer. Quelqu'un qui est venu prêcher vraiment sur justement la guérison du cœur. Et j'ai été surprise à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je me suis effondré, j'ai pleuré comme si c'est-à-dire que comme si je venais de découvrir que je n'avais pas eu la grâce d'avoir un père et d'être avec lui et de vivre un certain nombre de choses. Ça me rappelle une période de ma vie où je prenais le temps de quoi faire, de lui écrire des lettres. Je lui écrivais des lettres que je lui envoyais. De nombreuses lettres, j'en ai même retrouvé il n'y a pas trop longtemps encore dans mes affaires. Mais c'était devenu une sorte d'exutoire pour moi. Ça me permettait vraiment de lui dire les choses que j'avais souhaité lui dire et que je n'avais pas eu l'opportunité de faire. C'est une grosse fragilité. Et ça nous marque toute la vie. Je tiens à le dire. Ça ne se cicatrise pas. Non. C'est une blessure qui ne se cicatrise pas. J'ai essayé de retourner un peu dans mes relations avec mon père. Chercher un père je l'ai adoptif, revu tout ça. à des périodes données de ma vie. Il est venu quand je me mariais, il est venu me conduire à l'hôtel. J'ai repris plus ou moins un peu des relations avec lui. Mais ça fait de moi, je l'avoue peut-être, on me voit comme une femme très forte, mais ça fait de moi une femme un peu fragile. Et j'avoue que bon, je pleure très facilement. Pourquoi? Parce que justement, j'ai gardé cette fragilité-là. Mais je tiens à dire que c'est une souffrance, c'est une grosse souffrance. Et c'est là où vraiment la place du père spirituel prend toute sa place. Moi, en tout cas, dans ma vie. La rencontre avec Dieu a été un élément stabilisateur pour moi. Parce que j'ai retrouvé en Dieu l'amour que je n'avais pas eu avec ce père. Et si aujourd'hui les gens me voient et puis se demandent mais pourquoi j'ai ce zèle pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, c'est lié au fait que en Dieu j'ai découvert l'amour du Père. Et j'ai vu Dieu comme un père se manifester à chacune des étapes de ma vie. Et ça allait plus loin parce que toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, recevaient quelque chose pour moi, me disaient chaque fois, quand Dieu leur parlait de moi, il lui disait toujours l'expression « ma fille ». Et ça m'a rassuré, ça m'a ramené vraiment à une juste proportion. Docteur, ce besoin d'affection paternelle, il est vraiment criard. Il est pour capital. le bébé. Il est capital parce que ce soit le père biologique, il y a toujours un besoin d'amour. Et des gens aussi ont vécu, pas comme toi, mais avec leur papa, maman. Ils n'ont pas reçu d'amour. Donc c'est toujours ça. Mais ce que je veux dire sur le père adoptif, dans tous les cas, le père biologique est en même temps le père adoptif aussi. Et voilà. Il doit toujours, c'est-à-dire le père adoptif, c'est celui qui, au-delà de ce que des obligations naturelles du droit, puisque si je ne suis pas, si quelqu'un n'est pas mon enfant, je peux dire que je n'ai pas tellement de devoirs envers lui. Mais l'homme, le papa doit aller au-delà même des obligations même du droit. Voilà. Pour donner ce que le droit ne peut pas donner, c'est l'affection. Et c'est très important parce que je peux faire quelque chose par devoir. Et j'ai des jeunes que je suis, le père, comme tu le disais tout à l'heure, Yvette, et c'est comme si tu as tes poussins que tu élèves, quoi. Tu donnes, ça c'est le devoir du père, le devoir du père. Donc le père doit aller au-delà du simple devoir pour donner de l'affection. Or, l'affection n'est pas juridique. L'affection, là, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur qui s'exprime, c'est l'attachement, un attachement encore plus profond. Il faut aller à l'école pour apprendre ça, docteur. Oui, non, mais ça, je pense que
Il y a Parce que quelqu'un les gens qui sont mariés, qui délaissent tout, ils sont tout le temps dehors. Oh, même l'épouse aussi a besoin de cette affection. Oui. C'est pourquoi on a parlé de l'éducation. Je ne donne que ce que j'ai reçu. Ah, Et ça, c'est très important. Je ne donne que ce que j'ai reçu. donc, docteur, il va falloir regarder bien son Oui. homme et puis choisir Choisir quelqu'un qui a de l'affection. Qui a de l'affection. Parce Mais que comment je saurais? Quand il vient Même me pas. draguer, comment Ouais. je saurais, docteur? Non, mais il faut discerner. Ah, C'est le discernement. Non, mais ce que vous dites qui est tellement important. Et on voit des personnes, c'est vrai, qui jusque-là, ils sont époux même, mais qui remplissent que leur rôle, leur devoir. Et parce que tout ce qu'on te dit, depuis le jour où tu mets ton pied pour un mariage civil, on ne parle que de droit, de devoir, de droit, de devoir, de droit, de devoir. Et c'est pourquoi la définition, par exemple, du mariage chrétien, c'est une communauté d'amour. Vous voyez, ce n'est pas simplement une communauté de droits et de devoirs, mais c'est une communauté d'amour d'abord, hein, et d'amour et de toute la vie. Vous voyez, ça c'est la définition du mariage chrétien, une communauté d'amour et de toute la vie. Et donc, à partir de cet instant, je deviens aussi un père qui assume et qui assure aussi l'amour envers mon enfant. Et donc, ce que vous dites qui est très important, il faut discerner toutes ces choses avant le mariage, hein, parce que vous pouvez marier quelqu'un qui lui dit « Non, bon, moi, je suis le père, je remplis mon devoir, un point, un trait. » Mais c'est quand l'enfant, comme l'Écriture nous dit, le fils prodigue, quand il a pris ce qu'il devait prendre, donc ça c'est le devoir, il a pris son dû, il est allé dilapider. Et donc le père, c'est pourquoi la figure du père, c'est le père qui accueille. C'est-à-dire qu'il va au-delà du devoir. Ou bien qui va simplement du fait que l'enfant me respecte, mais il ne me respecte pas. Mais qui est capable d'accueillir. Qui est capable d'accueillir le fils qui revient. C'est-à-dire que, parce qu'on ne peut pas toujours dire que, et moi j'entends les parents quand ils viennent, ils disent, moi j'ai tout fait pour cet enfant-là, il ne veut plus rien faire, je m'en fous. Je dis non. L'amour que vous devez avoir avec lui est plus que le devoir. Et donc, et c'est pourquoi le vrai père, c'est celui qui adopte. C'est pour ça que je parle de et je dis celui qui adopte. Adopter veut dire que j'accueille l'autre. Oui, je l'accueille au plus profond de mon cœur et il est mon enfant. Voilà. Il n'est pas comme mon enfant, mais il est mon enfant. Comme nous aussi, Dieu n'est pas comme notre Père, Dieu est notre Père. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi quand on parle du Père adoptif, j'ai dit aux gens, c'est vrai qu'on veut toujours parler du droit pour dire que, bon, ce n'était pas mon enfant, mais j'ai pris, mais ce n'est pas vrai. Hein? Et surtout, nous qui avons eu la grâce d'être adoptés, on sait que le vrai père ou la vraie mère, c'est celle qui t'éduque. C'est celle, et adopter veut dire que je vais au-delà d'un simple devoir de sang, de quoi, et je l'accueille. Voilà, je l'accueille. Et donc, adopter, c'est accueillir. Il va falloir aller à l'école. Hein. Même marié, après 30 ans, 40 ans, il va falloir aller à l'école. Oui, adopter, c'est aussi décider. Oui. C'est décider de prendre l'autre. L'autre. C'est décider de porter l'autre. Voilà. Et c'est cela qui est important. Parce qu'il y a beaucoup qui ont donné la semence, mais qui n'ont pas adopté, qui n'ont pas décidé de prendre l'autre. Mais est-ce qu'ils savent? Ils ne le savent pas. Eux, c'est la semence seulement. Ils plantent là et puis c'est fini. Le problème, c'est qu'en fait, comme ils étaient de passage. Ah, ils étaient de passage. Ça aussi. En faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des enfants docteurs, Madame Pouan, qui recherchaient des pères adoptifs parce qu'ils avaient ce manque. Oui. Alors j'ai été surprise quand la fille dit « Je me sens perdue, je cherche un père adoptif. J'ai besoin d'une affection paternelle. Oui. Je ne peux pas me passer d'un père. » Effectivement. Et là, c'est tout le sens de cette fête que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la fête des pères. C'est une fête qui doit nous interpeller en tant que pères. Parce que le mot adoptif, on l'a dit tout de suite, c'est pouvoir accueillir au-delà des obligations. Le problème, c'est que notre monde est devenu un monde de droits et d'obligations, de devoirs, et donc on rate ce que c'est que l'affectivité. Or, la relation humaine doit être d'abord une relation affective. C'est comme dans une nation, hein,
on doit d'abord s'aimer. Ce n'est pas le fait qu'on n'est que des citoyens, non, mais on doit s'aimer pour former une nation, donc pour être une famille. Et je pense que l'Évangile nous donne l'exemple du père adoptif qui est Joseph. Et quand on voit aujourd'hui, et moi je dis au père, l'exemple de Joseph, c'est vraiment le père qui est au service de toute la famille. Quand on voit comment il a pris Marie et Jésus pour aller en Égypte, hein, parce que, et cette image qui est forte, c'est que lui, il était pratiquement à pied. Hein, voilà. Oui. Lui était pratiquement à pied. Marie et Joseph étaient sur l'âne. Voilà, et puis ils allaient. Et ça, c'est vraiment le rôle du père. Et donc, c'est pourquoi je dis le père adoptif, c'est un père. Et le père biologique, s'il ne devient pas aussi père adoptif, il va se cantonner que sur son devoir. Je le fais et Bon, il est simplement un enfant qui n'est pas intéressant pour moi, l'autre est plus intelligent, mais tu dois accueillir. Or, accueillir, c'est se sacrifier. Hein, c'est une question me vient avant de passer au fils spirituel. On a remarqué qu'en Afrique, on a des difficultés pour adopter des enfants, parce que quand on va à l'orphelinat, ils sont là. Mais on veut qu'ils soient de nos entrailles. C'est une erreur. Or, en Europe, on adopte l'enfant, c'est qu'il a été adopté, mais il vit aisément. C'est une erreur. Moi, donc, vraiment, je souhaiterais qu'on explique ça avant de passer au père. Voilà, j'ai vu en Europe, par exemple, un couple français qui ont des enfants chinois. C'est intéressant de voir ça. De voir que le petit, etc. Si vous connaissez aussi l'histoire de Johnny Hallyday. Oui, Johnny Hallyday. Voilà, vous allez voir. Mais en Afrique, il y aura quelqu'un qui va dire que ce n'est pas ton père. C'est ce que je comprends pas. Pourquoi. Le problème, c'est qu'en Afrique, quelqu'un va dire, mais ce n'est pas ton père. Regarde comment toi tu es. Ta couleur, tout ça, non, ça compte. Je pense que l'évolution de notre société et de la vraie société africaine, la vraie société où il y avait des brassages culturels entre les peuples, il y a des alliances, faisait que les rois en Afrique, vous pouvez voir un petit Anango, puisqu'il y avait une alliance entre les rois. Aujourd'hui même, l'Afrique moderne continue à gérer ça, où on dit, lui là, et non, son père était président, mais est-ce que c'était vraiment son père? Parce que non. Parce qu'en Afrique, je peux aller prendre un Dahomey ou bien un Biafrais, par exemple, pour dire, comme on est en alliance, moi je le prends comme mon enfant. Vous comprenez? Mais c'est l'Afrique qui n'a pas su gérer... Inculquer ça aux autres, à ses descendants? Voilà, à ses descendants. C'est-à-dire que cette culture africaine qui n'a pas été, qu'on a dans une société un peu hybride, où c'est difficile aujourd'hui pour les chercheurs de comprendre l'Afrique traditionnelle à partir de l'Afrique moderne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des contre-valeurs qui sont devenues des valeurs en Afrique. Par exemple, on peut dire à l'enfant, c'est pas ton père. Ou bien on peut dire au fils légitime que non, mais lui là, il va prendre ton héritage. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je vois des couples africains qui cherchent des enfants. Je leur dis, mais écoute, mais adoptez des enfants. Il y en a plein à l'orphelinat. Adopter des enfants, un enfant n'attend qu'un père. Il attend qu'une mère. Et ceux qui l'ont fait, ils sont venus me dire, mais ce sont vraiment mes enfants. J'ai dit oui, parce que Dieu met entre les êtres humains une relation affective. Voilà. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas ton sang ou il a ton sang, ça c'est biologique. Mais la vie, c'est d'abord l'affectivité. Je me tourne ici et puis on va passer au père spirituel. Alors, je voudrais me permettre de rebondir sur le problème des enfants adoptifs. 2, 3, hein. Voilà. Je pense que ce qui fatigue, on va dire, un être humain, c'est d'abord ne pas connaître son histoire. Ce n'est pas vraiment le fait qu'il ait été adopté, mais de ne pas savoir qui sont ses parents. Et c'est pourquoi, dans le système européen, on vous dira, à partir dès que l'enfant commence à comprendre, il faut lui expliquer que vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère, et voilà, biologique, mais il sait apprécier après tout ce que vous lui donnez comme amour et affection. Moi, j'ai l'expérience d'avoir adopté et je peux vous dire que je me sens pleinement mère et père à la fois, puisque ce sont des enfants totalement orphelins. Je vis chacun de leurs instants
je vais vous faire une confidence. Mes propres enfants biologiques me disent, mais maman, tu ne nous as jamais fait ce que tu fais. Oui. Ça les fait de jalousie. Voilà. Pour dire que vraiment, tout comme la mère biologique ou le père biologique, le père ou la mère adoptive, c'est une vocation. C'est une vocation. Ce n'est pas simplement être le relais de quelqu'un, mais c'est jouer pleinement le rôle. Tout à l'heure, cette sœur qui vous dit, j'ai besoin d'un père, elle ne dit pas, j'ai besoin d'un père biologique. Non. Parce que le père, c'est la figure de celui qui vous protège. Elle a besoin de quelqu'un qui peut la protéger. Et ça, son père biologique existe certainement, mais elle ne l'a pas trouvé. Voilà. Et une telle personne saura donner beaucoup d'amour à quelqu'un qui le fera. Et même, je vais dire, aux grandes dames de ce que les gens pourront penser et ne pourront pas comprendre, mais c'est vraiment cela. Donc vraiment, l'adoption, pour moi, c'est magique. Donc il faut témoigner Voilà. pour que les gens prennent un peu Voilà, conscience. non, de tout à dire, fait. Je veux mon enfant, c'est moi. Mais bon, par rapport à ça, il y a un système. Mais au-delà du système, il faut dire que l'adoption en Afrique a été de fait. Moi, je sais que dans ma langue, l'oncle n'existe pas. Ça n'existe pas. On dit mon petit papa ou ma petite maman. Mais l'oncle, voilà, ou ma grande maman pour parler de la grande sœur de ma maman. Mais l'oncle n'existe pas. Et l'enfant est adopté par tous. Il est adopté par tous. Maintenant, c'est clair que quand on commence à vouloir prendre des voies légales, ça devient un peu compliqué dans la compréhension des gens. Mais sinon, moi je connais beaucoup de couples qui ont pris les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, qui les ont éduqués comme leurs propres enfants, qui ne veulent même plus que les parents biologiques s'en approchent. Oui. Mais parce que de fait, c'est leur sang, ils l'accueillent comme ça. Écoutez, Voilà. c'est là où le virage entre la culture traditionnelle et la culture moderne. C'est ça. Et malheureusement, les pays africains n'ont pas encore pu résoudre ce problème. Et il y a le droit coutumier, par exemple, il y a le droit civil, etc. Et ça cause un problème. Parce qu'aujourd'hui, le monde moderne, par son système d'héritage, voilà, ça crée des problèmes qui naissent en Afrique. On dit non, il n'a pas droit, il n'aura pas droit, il aura droit, etc. Et ce qui doit nous amener peut-être en tant qu'intellectuels à réfléchir par un système hybride. Parce que tout ce qui est hybride est dangereux. Moi, je dis toujours, l'État le plus moderne s'appelle le Japon, mais c'est l'État le plus traditionnel. Voilà. Pour moi, c'est la notion de la modernité, la notion de la tradition qui cause un problème. On pense que traditionnel, c'est ce qui est passé. Non. Et c'est une grosse erreur. Or, l'Afrique moderne, dans son complexe aujourd'hui, veut laisser sa manière de faire et adopter quelque chose qu'on appelle moderne. Non. Et le problème d'adoption aujourd'hui cause un problème parce que nous sommes des gens modernes et on dit il a droit à ça ou il n'a pas droit à ça. Voilà. Merci, docteur. On va terminer avec mon point et puis passer au père spirituel. Je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui ont adopté. Le véritable amour, c'est aimer ce qui n'est pas de nous. Parce que ce qui est de nous, c'est comme il y avait une contrainte. Si on le fait, on se dit c'est normal. Mais aimer une personne qui n'est pas sortie de nos entrailles, je rends hommage. Et parce que là, on est un père affectif. Parce qu'on a de l'amour à donner. Et c'est ce genre d'amour que les enfants recherchent. C'est pour ça que l'enfant peut avoir son père biologique et prendre un oncle ou une autre personne comme son père ou sa mère. Parce que la relation affective que l'enfant cherche avec le père biologique, on l'a avec le père adoptif. Il ne faut pas chercher la gratitude dans l'éducation d'un enfant. Tu vas faire ça demain. J'ai de l'amour à donner. Je peux sauver un enfant de la délinquance, je le fais. Qu'il le reconnaisse demain ou non, ce n'est pas éduquer, n'est pas être en posture d'attente d'un retour. Là, on n'est pas dans la phase.
Donc déjà, c'est important. Et puis nos familles nombreuses. Déjà, les gens, parfois, il y en a qui ont 10, combien d'enfants en Afrique. Déjà, quand vous avez beaucoup, vous dites, je n'ai même pas encore fini. Je vais dire le nombre d'enfants jour, les familles nombreuses, la famille également. Mais moi, j'ai aidé une dame qui voulait adopter. Je vous dis que c'est un parcours du combattant. Ah non, même étant connue comme ça, elle est passée par moi, mais il y a des paperasses, il y a des choses, la personne ne veut pas. Et c'est une dame qui présentait tout ce qu'il fallait avec son mari pour adopter l'enfant. Et là, le docteur l'a dit, tant qu'il y a des papiers à signer, je sais qu'on doit protéger l'enfant dans les pouponnières, ce n'est pas facile. Et il faut alléger, si les gens ont les moyens, qu'on sait qu'on peut les tracer, ils vivent en Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour aller, ça aussi, ce n'est pas dans notre culture, la paperasse. Il faut passer, parfois même on va te dire au tribunal, il faut passer là, alors que tu veux rendre service, tu veux aider un enfant à avoir une famille, si tu dois t'exposer partout. Et le comble, madame, psychologue, donc le ça, comble, c'est que important. je connais des familles qui ont ramassé des enfants dans la rue et qui sont retrouvés au tribunal. Bien sûr. Voilà, parce que pour l'Africain qui voit l'enfant qu'on est venu jeter, il prend. Et lui, c'est d'abord, c'est vrai qu'il faut déclarer après, mais on n'a pas tous l'instruction. Et on ne tient pas compte de notre niveau d'instruction. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour ce père-là, pour sa mère qui se retrouve 5 ans après au tribunal pour dire que tu as volé l'enfant, mais c'est dramatique. Ça veut dire que je suis d'accord avec vous qu'il faut toujours tenir compte de la mentalité, de la culture de l'homme d'abord, avant de chercher, comme on dit, on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Il faut quand même le comprendre, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. Or, souvent l'Afrique, nous avons plaqué les lois européennes dans notre système juridique et finalement, on ne se comprend plus nous-mêmes puisqu'on est devenu hybride, on ne sait même plus qui on est. Alors, la question d'adoption, pour moi, ça doit être une question humaine, une question d'amour. Et je peux même déjà avoir mon nom sur mon enfant et dire que vraiment, je n'arrive pas à donner l'amour nécessaire. Et en Europe, c'est comme ça. Parfois, on peut venir vous arracher votre enfant et pour confier l'enfant à quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu brutal, hein? Mais ça dit, je peux en tant que père dire, j'ai 14 enfants, je n'arrive pas à les élever et vraiment, je veux qu'une personne vienne m'aider. Voilà. Voilà. Docteur, on va passer, parce qu'on n'a plus par le temps, le sujet est tellement intéressant, mais je voulais qu'on parle un peu du père spirituel. En passant par le père biologique, le père d'adoption, que pense-t-on du père spirituel? Pour terminer, hein? D'accord. Ouais. On me fait signe là-bas. Je veux situer le père spirituel Oui. un peu comme une image des deux autres d'abord. Une image d'abord du père biologique et du père adoptif. Mais c'est que ce n'est pas dans le même domaine. Mais c'est toujours le même amour à manifester. Sans qu'on arrive aussi à une sorte d'enfantillage. C'est-à-dire que, parce que il peut y avoir des abus sur le plan spirituel. Et moi, je suis pour que un fils spirituel n'est pas forcément un fils biologique, que j'ai un devoir, selon la loi, vis-à-vis d'un fils biologique. Mais devant un fils spirituel, je dois plutôt apprendre à ce fils spirituel la liberté. Comme on l'a dit, si le fils spirituel, pour aller manger, doit me demander de lui donner un conseil, non, vous voyez, et c'est ça l'abus. Et je peux vous dire que si il y a une confusion, et finalement le fils spirituel ne va rien apprendre que lui-même des devoirs envers son père spirituel. Or, dans le sens du père spirituel, c'est plutôt celui qui est le père spirituel qui aide l'autre à avancer sur le plan spirituel et qui peut s'occuper même, parfois même l'aider même matériellement, comme je le dis à quelqu'un. Si tu es le père spirituel de quelqu'un, il ne vivra pas simplement de prière.
Et qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il ait le travail, tu comprends? Voilà. Mais ne prends pas le fils spirituel pour que ce soit le fils spirituel qui ait un devoir envers toi. Voilà, moi, c'est ce que j'enseigne. Vous en avez toujours. beaucoup, les filles spirituelles? Oui, voici. Vous arrivez à les gérer, c'est les filles et les garçons? Non, il faut les supporter. Il faut les supporter. Il faut les supporter. Ça Et devient puis, intéressant. il faut comprendre que chacun est différent. Ouais. Voilà. Et Mais quand ils sont nombreux, ils sont différents, mais ils sont nombreux, comment vous gérez? Oui, Vous pouvez pas? il faut... Vous savez que la seule chose qui se partage sans s'épuiser, c'est l'amour. Voilà, c'est le seul patrimoine qui se partage sans s'épuiser. Une minute, docteur. Le temps que le docteur termine, on a une surprise, les enfants vont se préparer. Denis, s'il te plaît. Oui, docteur, on vous écoute. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Simplement pour dire que le père spirituel, il doit être père, mais ne pas entrer dans ne pas voir aussi les gens très petits bébés. Pourquoi c'est compliqué? Non, c'est compliqué parce que... Oui. Mais vous vivez ça au quotidien, ils sont là, hein? Non, parce Ce que... sont eux qui vont témoigner. Non, la notion de père spirituel, bon, malheureusement, je suis théologien, donc je le donne en fonction de la compréhension de l'Église. Oui. Parce que le père spirituel, il doit être d'abord celui qui aide spirituellement la personne. Oui. Sans rien attendre. Sans rien s'attendre. Voilà, ça c'est la première des choses. Oui. La deuxième chose, c'est que le père spirituel peut voir aussi sa limite. C'est-à-dire que le père spirituel, si tu accompagnes une personne et que la personne, tu te rends compte qu'elle est plus spirituelle que toi, tu peux lui dire, écoute, oui, ça peut arriver. Tu peux lui dire, écoute, je préfère qu'Yvette t'accompagne et que moi je t'accompagne. Voilà. La troisième des choses, c'est, et là j'insiste dessus quand j'enseigne, c'est la liberté que le fils spirituel doit avoir vis-à-vis de son père spirituel. Parce que s'il n'y a pas cette liberté, le fils spirituel ne doit pas grandir. Or, en Jésus-Christ, il dit que vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez des choses plus grandes. Voilà. Et sinon, ça va virer au drame de jalousie. Je me rends compte que mon fils spirituel est plus spirituel que moi. Ce qui doit être logique. Est-ce que ça arrive? Oui, non, si, ça arrive. Ça arrive. Vous êtes jaloux que mon fils spirituel... Oui, ça arrive. Et comment on gère ça, ce sentiment? Et malheureusement, effectivement, on va rendre charnelle cette relation qui doit être une relation spirituelle. Et il dit, mais j'ai fait ça pour toi, maintenant toi tu es plus charismatique que moi, c'est toi qu'on regarde, moi on ne me regarde plus. Et finalement, ce n'est plus la vie spirituelle. La vie spirituelle, le père spirituel, c'est celui qui accompagne l'autre. Mais quand tu accompagnes un enfant, c'est comme quand tu es père biologique. Hein. Arrivé le moment, l'enfant doit choisir lui-même. Hein. Ah oui, c'est pas toi qui dois dire à l'enfant, tu dois être médecin parce que je suis médecin. Non. Ou bien tu dois être instituteur parce que je suis instituteur. L'enfant doit choisir. Et dans l'accompagnement et dans la relation même entre père biologique, père spirituel, père adoptif, c'est la liberté que le père doit assurer et assumer aussi vis-à-vis de son enfant. Docteur, vous regardez vos filles là, alors j'ai l'impression que ce sont elles qui vous créent des problèmes. Non, elles sont formidables. Yvette, tu crées des problèmes, hein, parce que là... Non. Certainement pas. Je pense que comme tu as tellement besoin d'affection. Généralement, je dis à qui veut l'entendre que je suis la plus aimée. Voilà. Je dis je suis la plus aimée. Marie-Cécile, qu'est-ce que toi tu dis? Se débrouille, mais moi... Je le dis et je l'assume. Attends. Attends que je coupe de l'autre côté. Marie-Cécile. Je ne crois pas que mon papa ait envie que je réponde parce que je ne veux pas lui créer des problèmes. Ah! Mais alors, qu'est-ce que... Il les aime différemment. Voilà. Différemment. Non, ce que je veux dire, vous savez, justement, c'est comme ça que moi je ressens son amour. Yvette, laisse Marie-Cécile. Non, mais qu'elle me laisse parler aussi. C'est comme ça que je ressens son amour. Je trouve que son amour pour moi est un amour particulier. Et puis tu te défends pas, tu te tais. Je le vis d'une manière particulière. Il y a une faiblesse quelque part. Et je considère que cet amour-là, ça me remplit tellement et ça me fait tellement de on a bien compris ça. que je suis la plus aimée. Bon. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Toi, tu te défends pas. Non, vous savez, on dit le tigre ne clame pas sa tigritude. Il m'a dit si ça voit. Non, je veux simplement dire que vous savez la notion de père spirituel.
je veux dire, un bon père, quelqu'un qui assume pleinement son rôle biologique, son rôle adoptif, est à même de jouer pleinement son rôle de père spirituel. Parce que on va dire dans les 2 cas ou dans les 3 cas, on voit quelqu'un qui vient dans un état d'enfance spirituelle, qui grandit, qui acquiert une certaine maturité. Et pour que cela soit, il faille qu'il y ait une affection qui naisse véritablement. On ne peut pas accompagner quelqu'un où il n'y a pas une relation affective. Et je veux dire, cette relation affective, elle est même parfois plus forte que la relation biologique, parce qu'il y a des choses qu'on n'osera jamais dire à son père biologique, mais qu'on osera dire à son père spirituel. C'est dû à quoi? Non, c'est dû au fait que déjà, le cadre dans lequel l'enfant grandit, il y a eu, on va dire, des balises qui ont été mises et qui fait que l'enfant n'a pas appris cela. À travers la parole de Dieu, le bon père spirituel amène l'enfant à sortir de ses limites et de ses retranchements. Ce qui fait qu'à un certain moment, il est à même s'il a fait un banditisme, il a même d'aller dire à son père spirituel, vraiment, là, vraiment, j'ai déconné. Et lui, il n'a pas seulement de la ressource physique et matérielle, il a de la ressource spirituelle qui va amener l'enfant à transcender sur l'événement. J'ai l'impression qu'on profite souvent de ça. Parce que là, non, mais je pense que non, c'est une relation saine tant que les acteurs de cette relation comprennent le fonctionnement de la relation. Voilà. Donc elle est voilà. Non, c'est notre normal, papa. Le père, il défend ça vient dans la façon un bon père spirituel, comme un bon père biologique. C'est celui qui donne le sentiment à chacun de ses enfants qu'il l'aime plus que les autres. Voilà. Oui, je veux rebondir ce qu'elle dit. Une minute, docteur. Ça me rappelle, non, ça me rappelle parce que ce qu'elle dit, et qui dit, en disant que l'enfant sera plus à l'aise avec le père spirituel. Une minute, docteur. Ce qui est important dans l'Église, c'est ce qu'on appelle les parrains. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait même plus le rôle des parrains. Les parrains réglaient avant des problèmes difficiles que les parents n'arrivaient pas à résoudre. Le problème, c'est qu'on ne sait plus s'appuyer sur l'autre pour l'éducation de son enfant. Sinon, le parrain peut prendre son enfant pendant 4 jours et donner des conseils. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Madame, on termine avec vous parce qu'on va... Le père spirituel, c'est un modèle dans la foi. C'est pour ça. Ouais. Vous regardez et vous voyez sa vie dans la foi, son comportement. C'est pas seulement ce qu'il entend, mais comment il vit cette foi et comment il impacte la personne qui est là. On a envie de faire comme lui. On le prend comme père pour essayer de voir. Mais au-delà le père spirituel a cette capacité de les recevoir un peu grand. Le père biologique et le père d'adoption, il y a un stress dans la réussite de l'enfant qui fait que parfois il y a la violence parce que là, on a un besoin de l'éduquer, de l'instruire pour qu'il devienne quelqu'un. Et on se sent responsable de tout cela. Le père spirituel va venir et il va les aider. Et j'ai aimé ce que le docteur a dit. Il faut que le père biologique montre à l'autre qu'il ne vient pas pour être là comme un enfant qui est en train de chercher sans avoir son autonomie. Toute éducation, c'est pour être quitté un jour. Le nid doit être vide. Le nid éducatif. Si vous éduquez et puis on est toujours accroché à vous, il y a un problème. Donc le père spirituel doit valoriser, il doit donner ce conseil, il doit faire grandir et il doit être là pour montrer que tout est possible à Dieu. Merci pour vos interventions. J'aimerais juste dire un petit quelque chose. Une seconde. Une seconde. Elle s'appelle Yvette. C'est-à-dire que dans la grâce du Père spirituel, c'est vraiment la grâce d'emmener l'enfant au dépassement. La grâce d'emmener l'enfant à donner le meilleur de lui-même. Parce que vous savez, souvent avec le père physique, avec le père adoptif, on partage certaines choses. Ce qu'on voit, c'est la réussite des fois intellectuelle. Et on s'arrête à ce niveau. Mais au niveau du père spirituel, on va au-delà. Et je pense que c'est ça. Merci. Maintenant, nous allons accueillir les petits anges qui ont décidé de venir rendre hommage au papa ici présent. Ils sont là.
Et ils vont dire bonne fête, papa, on va les applaudir en suivant leur prestation. Top, c'est parti. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Les plats sur ses, les ponts, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Les plats sur ses, les ponts, les ponts sur ses plumes. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plats sur ses, les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plats sur ses, les ponts, les portes sur ses plumes. Moi je suis un aigle, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Je ne m'attendais pas à ça, c'est une surprise. Alors je dis merci à Dieu pour votre vie et j'accueille avec beaucoup de joie et de bonheur ces présents. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, nous vous disons merci. Nous disons merci à tous les papas qui ont accepté de participer à cette émission de la fête des pères en y apportant leur riche contribution. Merci à tous les fils, oui, tous les fils spirituels de Dr Kobe qui ont accepté d'accompagner leur père spirituel. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la production Zoé Attitude. Vous étiez en compagnie de Véronique Aubin. Bonne fête à tous les papas d'ici et d'ailleurs. Bonne fête chez vous. Amen. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas, venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage, tout au bout de ce long voyage. On a grandi avec l'amour, y avait jamais de mauvais jours. Les fins de mois étaient fragiles et c'était parfois difficile. Mais quand on a au fond du cœur des jardins parfumés de fleurs,
il nous a porté le soleil, un nouveau pays des merveilles. Papa, on parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas, venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Papa, 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 si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi, papa, papa. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait?